Eh bien, bonjour à tous et merci de vous être connectés pour participer à ce webinaire organisé par la plateforme gouvernementale française pour la mobilisation des ressources intérieures que la FERDI anime. Mon nom est Anne-Marie Jourgeon, je suis co-responsable du programme fiscalité à la FERDI et je vais assurer la modération du webinaire. Le webinaire d'aujourd'hui a pour sujet droit d'accise et santé. C'est un petit peu le complément d'un webinaire qui avait déjà été fait dans le cadre de la plateforme sur les impacts socio-économiques de la fiscalité indirecte, puisqu'il s'agira d'aller au-delà de l'objectif pur de mobilisation des recettes. Alors, nous aurons quatre intervenants à ce webinaire que je présenterai en temps utile. Mais avant, on va avoir une petite introduction sur ce webinaire pour mettre un peu cadré ce que sont les droits d'accise. Anouk, je te donne la parole. Merci Anne-Marie, bonjour à tous. Comme l'a dit Anne-Marie, je commence par une petite introduction histoire de planter le décor des droits d'assises. Les droits d'assises sont des taxes indirectes qui visent à taxer la consommation. Ils s'appliquent sur des produits finis, à l'importation comme à l'intérieur. La taxe est décidée par les pouvoirs publics et est ensuite reportée par les producteurs sur les prix des consommateurs. Ça induit donc une hausse des prix aux consommateurs. Les droits d'assises servent à cibler certains produits. Leur base fiscale est donc relativement plus restreinte que celle de la TVA, qui est aussi une taxe à la consommation. Ce sont des outils de collecte qui sont efficaces et pratiques, notamment car leur coût administratif est relativement faible. En effet, il y a peu de producteurs et peu de substituts, ce qui permet des contrôles fiscaux relativement faciles et ce qui limite le choix des consommateurs. Leur objectif principal est toutefois de corriger les externalités négatives, donc qui sont les coûts que les actions d'un individu font peser à la société, et les droits d'assises s'apparentent ainsi à des taxes pigouviennes, qui sont connues pour internaliser ces externalités. De cette façon, ils fonctionnent en augmentant le prix du produit afin qu'il couvre le coût du dommage marginal que la consommation du produit fait peser à la société. Ainsi, avec cette hausse du coût, la consommation retomberait à un niveau socialement optimal. Plusieurs types de produits peuvent maintenant être soumis à des droits d'assises. On pense notamment au carburant, à certains types de véhicules, neufs ou d'occasion, à certains types de boissons, aux produits de luxe ou même à des services de télécommunication. Les principaux sont toutefois et théoriquement ceux qui génèrent d'importantes externalités négatives. En premier lieu, on pense donc aux externalités négatives sur l'environnement. Et ici, les droits d'assises sur les carburants peuvent être comparables à des taxes carbone qui visent à taxer les émissions de CO2. Les droits d'assises permettent donc de réduire les émissions de CO2 et de favoriser la transition vers des énergies moins émettrices. Dans un second temps, les droits d'assises permettent aussi de viser les externalités et les internalités négatives de santé. Donc les internalités, pour rappel, sont les dommages de long terme que les individus s'infligent par leur consommation de court terme. Et l'alcool, le tabac et les boissons sucrées sont des produits qui en sont émetteurs et ils sont associés par exemple avec plusieurs types de cancers ou bien du diabète. C'est donc des produits qui sont nocifs en termes de santé publique. Donc les droits d'assises sur ces produits permettent encore une fois de réduire la demande et la consommation afin de limiter les maladies qui y sont associées. Cela permet d'avoir des gains à la fois en termes de santé publique et des gains économiques. Rapidement, les droits d'assises peuvent prendre aussi de plusieurs formes. Ils peuvent être spécifiques ou ad valorem. Les premiers correspondent à un montant fixe par unité de produit, tandis que les seconds correspondent à un pourcentage du prix du produit. Ces deux formes de droits d'assises auront des effets différents sur les objectifs qui sont visés et des structures mixtes, peuvent être mises en place afin de compenser les inconvénients de chacune des formes. Voilà, je vais maintenant laisser la place au panel afin de discuter et d'éclaircir les liens entre les droits d'assises et les enjeux de santé publique. Merci pour votre écoute et je te redonne la parole, Anne-Marie. Merci Anouk. Mais on va tout de suite
J'ai demandé à Antoine Casal, qui est économiste fiscaliste à l'OCDE, et donc qui représente l'OCDE, et qui va faire sa présentation qui est un peu, là aussi un peu générale sur ces droits d'accise et objectifs de santé. Antoine, la parole est à toi. Donc, je vais commencer par revenir sur ce que disait très justement Annick. Quelques éléments sur les motivations, les raisons d'être de ces health taxes, de ces taxes qui pèsent, qui pèsent sur les produits néfastes à la santé. Donc, plusieurs raisons d'être. La première raison d'être, c'est la mobilisation des recettes fiscales. En effet, une juridiction peut mettre en place ce type de taxes où on augmentait les taux, pardon, dans le but de mobiliser davantage de recettes fiscales et de mieux financer son action publique. Donc c'est une stratégie qui, a priori, peut être particulièrement efficace pour plusieurs raisons, mais notamment parce que les biens concernés, l'alcool et le tabac en premier lieu, sont des biens relativement inélastiques, c'est-à-dire que lorsque le prix augmente, leur quantité demandée, on diminue, certes, mais dans des proportions faibles. Et donc l'effet prix l'emportant sur l'effet quantité, mécaniquement, une juridiction peut s'attendre à mobiliser davantage de recettes fiscales. Donc le partage d'écran ne marche toujours pas. Bon, en espérant que ça fonctionne, je vais poursuivre. Un deuxième aspect, généralement on considère comme une qualité ou une vertu pour une taxe d'avoir un caractère non distorsif, c'est-à-dire de ne pas influer sur les décisions que font les agents économiques, les consommateurs et les producteurs. Mais ce qui est généralement considéré comme une vertu peut, dans le cas spécifique des health taxes, ce supposé vice peut devenir vertu en quelque sorte, c'est-à-dire que la puissance publique peut justement mettre en place ce type de taxe dans le but d'agir sur le comportement des agents économiques. Celui des consommateurs, les inciter à réduire leur consommation de biens néfastes et à adopter des modes de consommation plus sains, et celui du producteur en l'incitant à proposer une offre plus saine en reformulant des produits ou proposant des produits plus sains. Le troisième point, donc on a évoqué les recettes fiscales. Le pendant dans les finances publiques, ce sont les dépenses. Et donc, euh, on parle des biens néfastes à la santé, et en tant qu'ils sont néfastes à la santé, ces biens, la consommation de ces biens va avoir des effets sur les coûts, sur les dépenses de santé, liés notamment à la santé des consommateurs eux-mêmes, mais éventuellement également à l'entourage de ces consommateurs directs dans le cas du tabagisme passif. Ces coûts de santé qui peuvent être particulièrement substantiels, puisqu'on parle d'obésité, on parle de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires, etc. Ces coûts qui peuvent être importants, ces coûts de santé, sont supportés essentiellement par la société. Et donc, le législateur, je vois que les slides arrivent, super, merci. Et donc, le législateur peut mettre en place ce type de taxe dans le but d'augmenter le prix des biens néfastes, d'en réduire la consommation, de réduire les problèmes de santé associés et en bout de chaîne d'obtenir l'objectif final qui est une réduction des dépenses publiques de santé. Et donc ainsi avoir des finances publiques plus saines et les économies réalisées peuvent ainsi être... donc on est juste sur la première slide, on est plus haut. Voilà. Merci. Voilà, et Anouk le disait très justement également, il y a au-delà des coûts liés à la santé, la consommation de ces biens peut générer d'autres types de coûts économiques, liés par exemple à une baisse de la productivité des agents ou des coûts liés à des violences ou des accidents liés suite consécutifs à une consommation excessive d'alcool par exemple. Et tous ces coûts-là sont supportés par la société et le législateur peut à nouveau utiliser ces health taxes pour internaliser les externalités négatives liées à la consommation des biens qui nous intéressent aujourd'hui. Ou pour le dire autrement, le législateur peut mettre en place ces taxes, les taxes dont on parle, afin de faire payer aux consommateurs tout ou partie des coûts pour la société qui sont induits par la consommation individuelle du consommateur en question. Donc, trois grands types d'objectifs qui ne sont pas exclusifs, donc qui sont tout à fait compatibles, notamment à court terme. Voilà, donc on va pouvoir passer ensuite à la slide qui est affichée, que vous voyez à l'écran actuellement. Donc, je vais vous présenter rapidement quelques chiffres sur les recettes fiscales issues des droits d'accise sur les trois grands types de produits dont a parlé Anouk. Le tabac, qui est le produit qui génère le plus de recettes fiscales.
l'alcool et enfin les boissons sucrées qui apparaissent en bleu clair. Et vous voyez que les recettes fiscales associées aux boissons sucrées sont à ce jour relativement modestes. Voilà. Ce qu'on voit en outre sur ce graphique, c'est que les recettes fiscales générées par la taxation de ces biens peuvent atteindre, voire dépasser les 2% du PIB dans certains pays, tandis que pour d'autres pays, ces recettes fiscales sont limitées, voire tout à fait marginales, pour les pays qui se trouvent à la droite de ce graphique. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, voilà, donc voilà, exactement. Dans cette slide-ci, on voit, donc les pays sont regroupés par catégorie de revenus. Et donc, on voit, malgré une hétérogénéité intragroupe, on peut observer que les pays à haut revenu mobilisent des recettes fiscales liées à la taxation de ces biens pour un niveau à peu près équivalent à 1% de leur PIB, ce qui est environ 2 fois plus que pour les pays à bas revenus. Ces deux chiffres étant relativement stables sur les 2 dernières décennies. Et donc, entre ces 2 groupes de pays, on trouve les pays à revenus intermédiaires, dont les recettes fiscales suivent, elles, une tendance haussière qui traduit une exploitation progressive sur les 20 dernières années du potentiel de recettes fiscales liées aux biens néfastes. Dernière peut-être, ce que suggère ce graphique également, c'est que malgré une hétérogénéité sous-jacente, il y a un certain nombre de pays qui ont un potentiel de recettes fiscales relativement inexploité, et c'est en particulier le cas des pays à bas revenus. Voilà. Dans la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, dans cette slide, qu'est-ce qu'on voit? Donc cette slide, elle fait écho à la première dont on a discuté, et en particulier, elle fait écho au coût généré par la consommation de ces produits sur la santé. Là, on fait un focus sur la consommation de la cigarette, et donc ce graphique met en rapport les coûts de santé directement attribuables à la consommation de tabac avec les recettes fiscales directement liées à la taxation du tabac. Et donc les coûts, on les met à un niveau de 100 et on voit la fraction que représentent les recettes fiscales liées à la taxation du tabac, et on voit que ce montant est bien en deçà de 100. Donc si je suis clair, si vous me suivez, la fiscalité est trop faible pour internaliser pleinement les coûts qui pèsent sur la société, les coûts qui sont liés à la consommation du tabac. Voilà. Donc on va poursuivre la discussion dans les slides suivantes sur la fiscalité du tabac en Amérique latine, qui fait l'objet d'un certain nombre de travaux au sein de l'OCDE. Et donc je vais essayer de vous présenter rapidement quelques enseignements issus de ces travaux. Ces enseignements qui sont autant de justifications sur l'intérêt de poursuivre et d'accentuer les réformes fiscales sur le tabac en Amérique latine. Donc, premier enseignement, c'est que la prévalence est forte en Amérique latine. Le nombre de consommateurs rapporté à la population est important, voire très important en Amérique latine. Et sur les pays qui se trouvent sur la droite du graphique, cette prévalence est particulièrement élevée, notamment pour les jeunes, pour les 13-15 ans. Voilà. La prévalence chez les jeunes, dans les pays qui se trouvent à droite du graphique, est même plus importante que la prévalence pour la population adulte. Or, on sait que c'est justement dans ces jeunes âges que les comportements d'addiction et de consommation se développent et s'ancrent le plus fortement. Voilà. Le deuxième enseignement, dans la slide suivante. Merci. Alors, le deuxième enseignement, c'est que le tabac en Amérique latine est un bien qui est financièrement accessible, de sorte que le prix du tabac ne constitue pas une barrière ou un élément véritablement dissuasif à la consommation. Pour être plus précis, ce qu'on voit dans ce graphique, c'est ce qu'il vous en coûtera de votre revenu, de la part de votre revenu. Si votre revenu se trouve au niveau du PIB par habitant du pays dans lequel vous résidez, et que vous consommez 2 paquets de cigarettes par semaine. Donc pour cette consommation de 2 paquets hebdomadaires, il vous en coûtera 15% de votre revenu si vous résidez en Jamaïque, ce qui est assez significatif, mais il vous en coûtera à peine 1% si vous êtes résident du Paraguay, ce qui est assez dérisoire. Et donc on voit que pour la plupart des pays d'Amérique latine considérés ici, le coût associé à la consommation est relativement modeste au rapport du revenu des individus. Troisième enseignement, s'il vous plaît. Alors, le troisième enseignement, c'est lié à la recommandation de l'OMS selon laquelle
l'élément fiscalité devrait constituer au moins 75% du prix final payé par le consommateur. Or, on voit en Amérique latine qu'à l'exception de quelques pays qui se trouvent à droite de ce graphique, la plupart des pays sont en deçà de cette recommandation, voire bien en deçà de cette recommandation. Donc la fiscalité dans la plupart de ces pays est trop faible, bien trop faible, au regard des recommandations de l'OMS. Le quatrième et dernier enseignement, s'il vous plaît. Alors, le dernier enseignement, c'est qu'il existe un potentiel de recettes fiscales liées à la taxation du tabac qui est assez importante en Amérique latine, et en particulier dans les pays où la prévalence est forte. On observe la prévalence avec les carrés noirs. Et pourtant, malgré cette prévalence forte, on observe des recettes fiscales sur le tabac assez faibles qu'on observe à travers ces barres bleues. Voilà. Voilà. Donc, ces 4 enseignements qui sont des enseignements parmi d'autres enseignements que je n'ai pas le temps de vous présenter, suggèrent encore une fois qu'il convient de poursuivre la réflexion autour de la fiscalité sur le tabac en Amérique latine, mais également dans d'autres régions du monde et pas uniquement sur le tabac. Voilà. Alors, pour terminer cette présentation, je vais dire quelques mots sur la fiscalité qui porte sur les boissons sucrées, s'il vous plaît. Rapidement, Antoine, s'il te plaît. D'accord, très bien. Alors, une minute. La fiscalité sur les boissons sucrées est une fiscalité qui est relativement jeune par rapport à celle du tabac et de l'alcool. Malgré tout, aujourd'hui, un petit peu plus de 100 juridictions dans le monde ont mis en place des droits d'accise sur les boissons sucrées. Droits d'accise qui génèrent relativement peu de recettes comparativement à l'alcool et au tabac, mais ce n'est pas forcément le but premier, la mobilisation des recettes, que recherchent les juridictions en mettant en place des taxes sur les boissons sucrées. Au contraire, les juridictions généralement recherchent en particulier le changement de comportement des agents économiques, donc des consommateurs et des producteurs, et une amélioration de la santé des citoyens. Et puis pour la dernière slide, très rapidement, que je vais essayer de résumer, cette slide indique que le design des droits d'accise que vous mettez en place va dépendre d'un certain nombre de facteurs et en particulier des objectifs que se fixe une juridiction. Et donc, ce design qui repose sur les paramètres qu'a pu évoquer tout à l'heure Anouk et que vous voyez affichés sur cette slide-là, ces paramètres vont agir comme autant d'incitations différentes sur le comportement des agents économiques. Et donc, en fonction des paramètres que vous choisissez, vous allez générer des réactions différentes chez les consommateurs et chez les producteurs. Et c'est ces réactions qui vont conditionner l'atteinte des objectifs que vous vous fixez. Donc, il est donc important de bien penser à quels sont vos objectifs pour définir le bon design qui vous permettra d'atteindre raisonnablement ces objectifs. Et je m'en tiens là. Merci. Merci beaucoup, Antoine, et merci beaucoup d'avoir respecté le délai À peu imparti. près. Alors, à peu près, donc c'est bien. Et donc, c'est très bien parce qu'on a déjà un point de vue assez général à partir des résultats des travaux de l'OCDE. Je crois que maintenant, Mario Mansour, qui est chef de division de politique fiscale au département des finances publiques du Fonds monétaire international, va nous présenter le résultat des travaux qui ont été entrepris dans sa division concernant ce type de taxes et en nous présentant, en donnant un aperçu du rôle des axes santé à partir de ces différents papiers qui sont sortis très récemment et qui couvrent là 3 produits puisqu'il s'agit du tabac, de l'alcool et des produits sucrés. Mario, la parole est à toi. Ben, merci Anne-Marie. Vous m'entendez? Très très bien. Merci. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Donc, ce que je vais présenter, c'est un très bref survol de ces 4 publications, en fait 3, qu'on a complétées récemment sur les boissons sucrées, sur les alcools et sur le tabac. Ce sont des notes relativement courtes, d'une vingtaine de pages, donc faciles à consulter si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Donc tout d'abord, je voudrais mettre un petit peu les axes dans un contexte plus global de la mobilisation des recettes, parce que l'intérêt des axes est surtout un intérêt vraiment de recettes. Donc sur la partie gauche de cette slide, il y a en haut à gauche la distribution des pays
en fonction de leur un ratio taxe sur PIB. Et ce qu'on voit ici, c'est que pour les pays, notre intérêt, les pays ici, par exemple, à faible revenu en bleu, la concentration est autour environ de 13% du PIB, très insuffisant étant donné les besoins en dépenses de ces pays. Ce qui est aussi important pour les pays avancés, donc le graphique en gris, gris pâle, la distribution est très large, indiquant en fait que ces pays ont un choix de leur ratio taxe sur PIB qui est probablement un peu plus facilement exercé que le choix des pays à faible revenu. Donc les besoins sont énormes et la question qu'on se pose aujourd'hui, ou parmi les questions, j'imagine, c'est le rôle des axes dans la mobilisation des recettes et dans la politique de la santé. En bas à gauche, ce qu'on voit, l'intérêt, c'est la colonne vraiment de droite, c'est le potentiel fiscal des pays à faible revenu. Je vous embêterai pas trop avec la technique, mais essentiellement, ce qu'on a estimé, c'est qu'il y a un potentiel environ de 6 à 9 points du PIB en moyenne dans les pays à bas revenus. Étant donné la technique qu'on a utilisée, je crois ces aspirations sont un peu optimistes, mais l'expérience et ces estimés en fait montrent qu'un objectif à long terme sur 2 décennies environ, un objectif de 5% du PIB est tout à fait atteignable. Euh, mais avec de difficultés. C'est pas facile. L'expérience des pays qui ont réussi à le faire montre que c'est pas du tout facile d'atteindre cet objectif. Donc, le rôle des axes dans tout ça est à droite en haut, le graphique de droite en haut. Les axes, en fait, une façon de mesurer la recette des axes indirectement, c'est de prendre la différence entre la recette des taxes indirectes et la TVA. Donc ça nous permet de voir d'une façon très, très, très globale le rendement des axes au lieu de les mesurer directement, chose qui est un peu difficile dans les pays en développement. Et le résultat de ce graphique, c'est que dans le temps, en fait, les recettes ont baissé dans les pays riches, ont augmenté dans les pays émergents et à revenus faibles et en développement. Et on est aujourd'hui autour de environ 2% du PIB de recettes avec une pression légèrement inférieure dans les pays en développement, autour de 1,8 environ. Est-ce que les pays en développement peuvent faire plus? Ça, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Et puis, la réponse dépend vraiment de chaque pays. Il y a pas une réponse générale à cette question. En bas, les tendances, et Antoine a déjà montré un peu cela, surtout le graphique à gauche. Il y a une tendance très, très, très baissière pour les axes ou pour les recettes des axes sur les alcools et une tendance haussière, mais qui s'est stabilisée à partir de 2010 environ sur les tabacs. Les raisons de cette stabilisation est fortement liées aux produits substituts qui ont été générés depuis une quinzaine d'années environ. Et là, le grand débat vraiment sur les tabacs, c'est qu'est-ce qu'on va taxer maintenant que des substituts existent. À droite de ce graphique, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait que pour les alcools, les recettes sont plus élevées dans les pays à moyen revenu et non pas dans les pays à haut revenu. Euh, les grandes tendances, en fait, pour les axes sur la santé, c'est la substitution vers les axes à part qui sont non hydrocarbures. Donc, la transition climatique, la politique économique ou le facteur politique de la taxation des axes est tel que euh, aujourd'hui, on est vraiment dans une tendance très, très, très baissière, enfin aujourd'hui depuis 2 décennies, pour les recettes sur les axes, sur les produits des hydrocarbures. Et vous voyez à gauche, j'ai quelques exemples ici de pays européens. On est environ à 50% de moins là où on était en 2000. Donc, le futur, vraiment, c'est les axes de santé.
mais est-ce que ce futur est très promoteur en termes de recettes et à quel coût pour le système fiscal? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est un peu un éclatement du système fiscal vers des axes spécifiques, particulièrement pour la transition climatique, mais aussi pour les principaux axes, c'est-à-dire tabac, alcool, boissons sucrées et probablement, je crois, on va pas tarder en fait à reprendre l'expérience du Danemark d'il y a 15 ans, c'est-à-dire des axes sur les produits gras. Ça, c'est un point de vue personnel, mais je crois que les pays vont expérimenter à un certain moment avec ces axes à nouveau. Quels sont les principaux résultats empiriques sur le volet santé des axes? Euh, pour les tabacs, en fait, c'est assez bien établi. En termes de dommages et externalités, c'est très bien documenté. Des internalités suggèrent en fait des taxes beaucoup plus élevées que ce qui est, enfin beaucoup plus élevées que ce qui est appliqué aujourd'hui. Pour les pays en développement, le défi vraiment, c'est que le tabac est très mobile et le commerce illicite est très facile à développer. Et donc, il y a des limites à ce que les pays en développement peuvent faire pour utiliser les axes comme une politique de santé plutôt comme un espèce de hybride santé-recette. Pour les alcools, l'impact sanitaire est important, mais la relation entre consommation et impact sanitaire est beaucoup plus complexe que pour le tabac. Euh, il y a de faibles augmentations dans le temps de ces taux, comme je l'ai montré tout à l'heure. En fait, les alcools, la recette des acides d'alcool est à la baisse en général. Généralement, les pays, pour des raisons un peu, j'imagine qu'on ignore, utilisent des taxes ad valorem plutôt que viser le volet internaalité des alcools. Mais ce qui est aussi important, c'est que comme pour le tabac, les pays déploient des mesures non fiscales assez importantes, c'est-à-dire réglementation de la consommation des alcools dans les bars, achat des alcools auprès des distributeurs, etc. Par contre, le commerce illicite est très limité, mais la production des ménages peut être très, très, très importante dans certains pays. Donc, exemple, Inde et Chine, et même en Afrique, la production personnelle de spiritueux ou d'alcool très, très fort est assez importante. Et donc, les taxes, dans ce cas-là, ne peuvent pas vraiment régler le problème de santé posé par ce type de consommation. Pour les boissons sucrées, les facteurs de risque obésité ont été documentés dans plusieurs pays, mais étant donné la nature du sucre et sa prépondérance dans la consommation quotidienne des ménages, l'impact sanitaire est beaucoup plus complexe à saisir. Il y a une forte élasticité de substitution vers même des alcools, des boissons non alcoolisées, comme la bière sans alcool, par exemple. Et la recette potentielle restera faible, même si on peut en fait taxer le sucre au niveau de l'internalité posée. Cette assiette restera dans le temps assez limité pour générer une recette importante. Donc, je vais parler un petit peu des alcools, de l'expérience des assises sur les alcools et de l'expérience des pays et ce qu'on a appris dans cette note qu'on a rédigée récemment. Euh, la leçon principale, c'est qu'il n'y a pas vraiment de recommandation générale pour les pays. Ça dépend vraiment du niveau de revenu, du cycle dans la consommation des ménages et aussi des objectifs du législateur. Donc, il n'y a pas vraiment une recommandation qui va fonctionner pour tous les pays. Et pour vous donner un exemple, à gauche, dans certains pays européens, regardez par exemple la différence entre la fiscalité d'une cigarette, donc les colonnes bleues montrent les taxes dans le prix d'une cigarette qui ont augmenté de moins de 5,5 € à environ 20 il y a une dizaine d'années, et comparer ça à la fiscalité ou à l'assiette sur les alcools, qui reste négligeable et qui est stable dans le temps. Donc, bien sûr, ce sont des choix très, très différents dans ces pays
concernant la relation entre consommation et internalisation ou externalité et la relation entre assise et cette consommation. À droite, ce que vous avez, c'est en fait les consommations de 4 grandes catégories d'alcool par niveau de revenu. Et ce qui ressort vraiment de ces graphiques, c'est que cette consommation, elle est relativement stable au cours des 4 dernières décennies. À la différence près des spiritueux et du vin dans les pays riches, la consommation de ces deux produits est à la baisse. Ça s'explique par une conscience probablement au niveau des individus de l'effet des alcools, mais il y a aussi un déplacement de la consommation des jeunes vers ce qu'on appelle des mix, c'est-à-dire des fruits alcoolisés qui viennent sous différentes formes, à teneur d'alcool très 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 faible. Et donc ça, c'est vraiment le lien, je dirais, là où la taxation des alcools et la taxation des boissons sucrées joue ou a un rôle probablement à jouer. Donc pour finir, les leçons qu'on a apprises de ces travaux, c'est que les pays souvent n'ont pas d'objectif clair sur le rôle des axes. On met une axis, on veut une recette, mais au-delà de la recette, combien on veut affecter le comportement des individus, pas très clair. Donc il faut vraiment cadrer mieux les objectifs des assises sur les produits des assises santé. Le défi pour l'expansion des assises ben, reste au-delà de ces objectifs, euh, euh, apprécier en fait les internalités, comment les estimer, surtout dans les pays en développement, et aussi le rôle de la multiplication des assises, surtout dans le domaine environnemental, euh, ce rôle-là ou l'effet de ces assises sur la fiscalité à base large, comme la TVA par exemple. Est-ce que les pays vont faire davantage de dépenses fiscales à travers la TVA parce qu'il y a une multiplicité des assises? Et l'autre question qui est extrêmement importante qu'on a soulevée dans ces travaux, c'est le problème d'affectation des recettes. Donc, énormément de pays voient les assises comme étant des taxes à affecter. Et est-ce que cela est judicieux d'un point de vue euh, de la politique budgétaire générale? Je crois qu'il y a matière à réflexion. Il y a aussi la question de la coordination avec les politique économique non fiscale et la coordination dans des unions économiques. Exemple qu'on va discuter aujourd'hui, l'EMOA et la CEDEAO. Euh, Beaucoup d'axes, en fait, se prêtent bien à une coordination régionale pour des raisons évidentes. Comment les régions peuvent, en fait, améliorer le rôle des assises avec la coordination. J'espère qu'on va en parler un petit peu. Merci et je m'arrête là. Merci beaucoup Mario et merci aussi d'avoir encore une fois respecté le timing. Maintenant, on va passer la parole à l'OMS avec l'intervention de Monsieur Zinda Chicha, qui est directeur de programme au pôle de connaissances FCTC, qui est basé en Afrique du Sud. Là, on aura une petite idée, je pense, de ce qui se passe un peu plus sur le terrain dans les pays en développement. Et je passe donc la parole à Monsieur Zunda. Okay, so thank you very much Merci for beaucoup. Merci de m'avoir invité. Okay. Yeah. So basically, program director for the Je suis directeur de programme taxation-based pour la plateforme connaissances et recherches sur la fiscalité à l'Université de Cape Town. Quelques mots sur ce que nous sommes, qui nous sommes. Nous sommes une unité de recherche sur l'économie des axes
la faculté d'économie de l'Université de Cape Town. Nous avons été nommés comme plateforme de connaissances par la convention de l'OMS, la convention sur le tabac en 2018. Le travail que nous faisons se concentre sur les outils économiques de recherche en matière de santé publique, contrôle du tabac, taxes liées, mais nous avons également, ces 2 dernières années, regardé les produits alcooliques et également les produits sucrés, en plus du tabac. Le rôle de la plateforme de connaissances euh, est de fournir 3 types de services, euh, des ateliers sur le tabac, une assistante technique et également une diffusion de la connaissance et l'édition d'une newsletter. Que faisons-nous dans le cadre de cette convention de l'OMS sur le contrôle du tabac? Nous nous concentrons sur ce traité entré en vigueur en février 2005. L'idée étant de mesurer, de mettre en place des mesures pour réduire le recours à des produits de tabac avec une réduction de la demande, les articles 6 à 14, et également une réduction de l'offre. Le document fondateur que nous utilisons, les principes se trouvent dans l'article 6 que je présente ici. Je pense que, bon, je reprends ce qu'ont déjà dit les 2 orateurs précédents sur la constitution, la conception du système d'imposition, la mise en place d'un système d'accise spécifique ou mix avec un plancher minimum, l'imposition de tous les produits liés au tabac de manière comparable, euh, une imposition comparable de façon à ce qu'il n'y ait pas une imposition euh, qui joue une concurrence déloyale entre les produits euh, avec l'opportunité de substitution de produits. Puisque nous faisons la promotion d'une réduction de la consommation avec des axes spécifiques, on voudrait qu'elle soit établie en tenant compte évidemment des revenus, de l'inflation. Il faut pouvoir régulièrement réajuster les montants annuellement, donc et encore une fois pour tenir compte de l'évolution des revenus, de l'inflation et évidemment en termes de mise en œuvre. Il s'agit également d'allouer une portion des ressources au programme de contrôle de la consommation de produits tabagiques et de la manière qui apparaît applicable et possible au pays. Qu'en est-il de manière générale? Comment fonctionne l'impôt? Comment fonctionnent les axes? Quelles sont les incidences qu'on en attend? Alors, je vais reprendre ce qui a déjà été dit, mais de manière un petit peu différente. Qu'est-ce qu'on sait, par exemple, en termes d'impact de l'imposition sur la réduction de la consommation? Qu'est-ce qui se passe quand on augmente le prix? Une augmentation de 10% de prix du tabac entraîne une réduction de 4 à 8% de la consommation. Euh, Cela dépend des pays. Dans les pays développés, on a un impact un peu moindre, une réduction de 4% de la consommation. Dans les pays moins développés, les pays en développement, une incidence plus grande avec une réduction de 8% de la consommation. À l'intérieur des pays, il y a également une incidence euh, qui dépend du segment de la population. Différents groupes de population ont des réactions différentes. On sait que, il y aura une réduction plus grande chez les jeunes, chez les femmes, dans les populations à revenus moindres. Donc, toutes ces réductions sont observées dans différents segments de la population. Je crois que c'est Antoine pour l'OCDE qui a parlé du coût lié, des coûts pour la santé de ces populations. On voit que ces coûts changent selon les groupes. Quand on augmente l'accise, il y a une
réduction de la consommation dans les groupes, ce qui les protège en quelque sorte des effets négatifs à long terme de la consommation. Et il y a également ensuite à regarder la situation gagnant-gagnant de l'augmentation des axes. On attend de l'augmentation des axes une réduction de la demande, ce qui est bon pour la santé publique, puisqu'il y aura des effets négatifs limités. Mais évidemment, c'est la loi de la demande qui s'applique. Plus un produit est cher, plus la demande pour ce produit baisse. Ce qui vraiment euh, nous encourage à l'augmentation de ce type d'imposition. Le fait de pouvoir réduire la consommation n'a pas forcément une incidence sur les recettes. Euh, il y a souvent une augmentation des recettes, puisque la réduction en matière de consommation n'est pas aussi grande que l'augmentation que l'on enregistre du fait de l'augmentation de prix. Donc, on voit une situation gagnant-gagnant des deux côtés, imposition et santé publique. Quand on regarde, encore une fois, pour le tabac, euh, cela ne s'applique pas d'ailleurs qu'au tabac, mais également à d'autres produits, il y a une hiérarchie de la structure de l'imposition, si vous voulez. C'est la taxe spécifique uniforme qui est la meilleure, ou le système à imposition mixte qui semble représenter les meilleures pratiques, alors que la taxe ad valorem et la taxe à plusieurs niveaux. Ce sont des systèmes beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles, beaucoup moins prévisibles en termes de recettes, et ils sont également manipulables par les secteurs industriels parce que cela réduit la prévisibilité des recettes générées. Sur la base de cette structure de l'imposition, on voit qu'un certain nombre de pays appliquent un système mixte, ad valorem plus mixte, et c'est dans ce système que l'on voit le plus grand potentiel de changer les choses, d'adapter la structuration de l'imposition et le potentiel de générer des recettes fiscales supplémentaires. Tout dépend évidemment du taux choisi, et on voit que la plupart des pays, essentiellement des pays à revenus moyens ou faibles, il y a le potentiel pour ces pays de changer la structure de l'imposition. Il y a quelques pays qui n'ont pas d'accise sur les produits du tabac, par exemple. Et dans ces pays sans imposition, la mise en œuvre d'accise permettrait de générer des revenus supplémentaires. Alors ça, c'est une diapo qui, encore une fois, reprend ce qu'a déjà dit Antoine sur le pourcentage du prix représenté par l'Axis, avec le seuil recommandé par l'OMS, 70% du prix de détail, mais ça montre exactement la même chose. Si l'on regarde le pourcentage de l'Axis dans le prix au détail des marques de cigarettes les plus vendues, on voit qu'il y a vraiment un potentiel d'augmentation du montant, d'augmentation du taux, avec à la clé une augmentation des recettes générées. Donc, ça ne veut pas dire que les pays ne peuvent pas aller au-dessus. On voit qu'il y a des pays qui vont même au-dessus du seuil. Donc, c'est possible d'aller au-dessus du seuil de manière à générer encore des recettes additionnelles. Et je m'arrêterai là, mais le message clé, c'est de voir que il y a vraiment dans l'imposition des produits du tabac un outil important pour la mobilisation des ressources dans les pays. Évidemment, il n'y a pas de recette unique, il n'y a pas de panacée, de recommandation qui marchera partout. Certains pays ont déjà la bonne structure en place, celle qui leur convient, les bénéfices à la fois pour la santé publique et également pour la génération de recettes. Donc, il y a des pays où on n'a pas envie de toucher à la structure. Ça fonctionne déjà bien. On pourrait vouloir un petit peu augmenter les recettes. Euh, et puis, il y a d'autres pays où on pourrait vraiment améliorer la situation avec une dépendance très grande sur le composant ad valorem qu'il faudrait faire passer à une imposition plus spécifique.
avec des gains spécifiques à attendre, par exemple une amélioration des aspects administratifs. Ce seraient des avantages supplémentaires. Si on réussit à resserrer les boulons, on voit qu'on peut, en facilitant l'administration de l'imposition, générer des recettes supplémentaires. Mais le but, de ces impôts, de ces axes, c'est de sauver des vies, d'arriver à une égalité en matière de santé et également, de générer des recettes, pour les gouvernements, des pays du monde. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à prendre vos questions. Merci. Merci beaucoup, Zunda, et pour cette intervention très intéressante. Et je crois que les trois interventions qui ont précédentes ont mis en évidence que ce n'était pas du tout évident de taxer ces produits nocifs à la santé et qu'il n'y avait pas de recette toute faite, justement. Alors peut-être qu'une solution pour faciliter un peu la réflexion et les tâches, c'est de se mettre ensemble. Et c'est pour ça que la dernière intervention qui va mettre en évidence les intérêts de la coordination fiscale dans une zone d'intégration régionale va peut-être nous éclairer là-dessus parce que ça permet ça permet aux États de réfléchir ensemble aux meilleures pratiques pour pouvoir fiscaliser ces produits et puis aussi pour éviter la concurrence fiscale éventuelle entre pays voisins. Donc, je vais maintenant laisser la parole au directeur de l'Union douanière et de la fiscalité de la CEDEAO, Monsieur Salifou Thiemtoré, qui va nous présenter justement l'exemple de la CEDEAO en matière de droit d'accise. Monsieur le directeur, la parole est à vous. Merci bien, Madame Anne-Marie, non? Et merci encore pour l'invitation adressée à la CEDEAO. C'est avec plaisir que je participe à ce panel. Et je voudrais aussi féliciter mes co-panélistes qui vont faciliter mon travail, Monsieur Kazal, Monsieur Marie Mansour et Monsieur Zunda qui ont apporté tous les éléments nécessaires. Je n'ai pas besoin de revenir sur les aspects théoriques et dire que je m'inscris en grande ligne de ce qu'ils ont dit, en commençant par dire qu'à la CEDEAO, et bien sûr à lui ou moi, même qui a commencé un processus avant nous, et nous avons abordé la question des droits d'assises sans lien avec les questions de santé a priori. Ce n'était pas notre objectif au début. Nous étions plus dans des questions d'harmonisation et de notre marché, notamment en accompagnant la taxe sur la valeur ajoutée, qui était l'impôt phare des années 90 et des années 2000. Nous sommes toujours dedans. Donc, on a pensé qu'il fallait aussi travailler à harmoniser les droits d'assises de manière à ne pas créer des discriminations et que ce soit un refuge. Et pour ceux qui avaient des difficultés avec la taxe sur la valeur ajoutée pour régler un certain nombre de. Donc, notre objectif, c'était uniquement des questions d'harmonisation dans le cadre de notre intégration. Et à cet égard, nous avons réussi à travailler avec les États en leur disant que les droits d'assises, si c'était bien maîtrisé, ça pourrait en fait profiter à mobiliser davantage des ressources, davantage des recettes fiscales. Donc, c'est sur cette voie nous avons travaillé avec les États. Nous avons travaillé à choisir les produits qu'on devrait soumettre aux assises et une liste limitative parce qu'on sentait que dans les États, ça allait dans tous les sens. Et nous avons aussi travaillé aussi à encadrer les taux de taxation. Bien sûr, nous sommes tous mis d'accord que tous les pays devraient utiliser la méthode ad valorem de taxation. Ça, c'était dans les années 2000. Donc, ça a été très facile, les premières directives que nous avons prises en matière de droit d'assises. Et bien sûr, nous avons obligé les États à faire en sorte que les produits sur le tabac et les boissons alcoolisées soient soumises obligatoirement aux assises, avec des taux qui étaient encadrés. Mais pour le reste, c'était des produits à option. Et voilà. Mais les questions de relation entre les droits d'assises et les questions de santé ont véritablement commencé dans les années 2010-2011, lorsque nous avons commencé à travailler avec l'OMS, hein, et les collègues de M. Zunda qui sont à Brazzaville, et qui nous ont contactés en relation avec un consortium, un cabinet de recherche basé au Sénégal, consortium pour la recherche sociale du professeur Ndiaye à Dakar, qui s'intéressait beaucoup à cette question. Nous avons cheminé ensemble. Ils nous ont convaincus qu'il fallait
et trouver un lien entre les droits d'assises qui pourrait être la solution pour la diminution de la consommation des produits du tabac dans notre région ouest. Et nous avons travaillé ensemble avec ces cabinets qui a fait un ensemble de recherches avec notamment les universités africaines qui ont beaucoup travaillé dans ce domaine. Et nous sommes arrivés à un scénario où il était apparu que une des solutions pour faire en sorte que le prix du tabac augmente réellement dans notre région et qu'il soit moins accessible aux jeunes, surtout l'étude visait à faire en sorte que les jeunes, les très jeunes, qui sont la cible souvent des compagnies de production de tabac dans la zone, et que les prix du tabac soient à un tel niveau et qu'ils ne puissent pas être accessibles aux jeunes. Donc, les droits d'assises devraient permettre de le faire. Mais nous sommes arrivés à la conclusion que la taxe ad valorem avait une insuffisance dans notre région, dans la mesure où il y a beaucoup de fraude sur la valeur, notamment sur la valeur des marchés, la valeur transactionnelle, ce qui fait que lorsque même vous augmentez le taux de taxation à un niveau élevé, et si vous n'arrivez pas à maîtriser la valeur des marchandises, malgré les structures de surveillance dans notre région, c'est difficile. Alors, le coût de la taxe est absorbé par la minoration forte de la valeur et les sociétés arrivent à s'en sortir et à vendre au même prix qu'auparavant. Donc, ce n'était pas une option. Et nous avons voulu introduire pour une fois la taxation spécifique dans notre législation. Alors, je dois vous dire que ça n'a pas été une tâche facile, hein. On a reçu des positions fortes dans la région, notamment les sociétés de production de tabac qui se sont levées et qui ont utilisé les réseaux et les connexions politiques dans la région et ont fait tout pour bloquer. Et ça a été un blocage, je voudrais dire, au niveau du LUOMA, le blocage a été total, parce que la directive du LUOMA qui est sortie en 2017 n'a pas pu intégrer la question du spécifique. Au niveau de la CEDEAO, malgré les oppositions fortes de certains États, et la directive a réussi à prendre en compte la possibilité aux forces États et d'introduire une dose de taxation spécifique dans la législation sur le tabac. Et c'était une grosse victoire et on pensait que on allait pouvoir commencer à obliger les États à introduire une taxation, c'est-à-dire que faire en sorte que sur le bâton ou sur le paquet de cigarettes, une certaine somme soit payée malgré tout. Et c'était plus efficace. Il suffit de compter ou de mesurer ou de peser les quantités importées ou les quantités produites par les industriels qui sont connus et dont les administrations ont la possibilité de faire les contrôles. Malheureusement, nous n'avons pas pu aller plus loin que cette question de l'avoir dans la directive, puisque au niveau même de la CEDEAO, le portage politique n'a pas été total. Alors, sur la question, je dois dire que pour répondre un peu à ce que M. Mario Mansour a dit sur le fait qu'il n'y a pas d'objectif clair sur la question du lien qu'on doit avoir entre les droits d'assises et les autres devant la politique de santé, pour notre cas ici. C'est lié au fait que nous, des États, ce que j'ai constaté, qu'il y a une séparation totale entre le ministère de la Santé, le ministère du Commerce et le ministère des Finances qui gère les questions de taxation. Parce que toutes les questions de taxation liées aux impôts, c'est le ministère des Finances qui a le dernier mot. C'est le ministère des Finances qui amène la loi des finances ou en fait la loi sur la taxation en question au niveau de la population. Malheureusement, le ministère des Finances se contente de des objectifs budgétaires, des objectifs de mobilisation des recettes douanières. Et lorsque vous demandez à un ministre des Finances de changer les taux, la première question qu'il vous pose, est-ce que cela ne peut pas avoir une répercussion sur les recettes prévisionnelles? Et ils ont de la réticence pour cela. Le ministère de la Santé qui est en avance sur cette question, qui est dans tous les pays à l'échelle de pays, a très peu d'influence sur le ministère des Finances sur ces questions. Donc, ils ne travaillent pas ensemble. Alors, quant au ministère du Commerce, là, c'est encore plus grave. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, souvent, les deux sont liés. Le ministère du Commerce et de l'Industrie se contente de considérer les sociétés qui travaillent dans le secteur du tabac comme des entreprises ordinaires qui produisent, qui créent des emplois et qui créent des chiffres d'affaires et qui font que l'économie du pays marche. En fait, ils ont une optique, une vision industrielle de la question et se refusent de s'intéresser aux questions de santé.
Donc, on a ces trois têtes-là au niveau des États. Donc, il n'y a pas réellement dans les pays une politique nationale bien affirmée avec toutes les interrelations entre les questions de santé, les questions industrielles et les questions de mobilisation des ressources. Et ceci n'existant pas, on retrouve souvent le ministère de la Santé dans les pays en train de se battre avec quelques ONG sur ces questions, mais ils ne sont pas entendus. Voilà un peu la problématique qu'on a en fait sur les droits d'accès au niveau de notre région. Pour revenir sur les autres produits, comme les boissons alcoolisées par exemple, bien que nous recommandons obligatoirement qu'ils soient dans la fourchette dans le lot des produits à taxer, et il n'y a pas de lien entre le niveau de taxation qu'on souhaite et les questions de santé. Il n'y a pas d'étude, il n'y a pas de réflexion pour le moment qui est fait, et le lien entre ces questions et puis les questions de santé. On a aussi la même situation avec les questions d'environnement et de pollution, où il n'y a pas, en tout cas au niveau régional, une affirmation claire, une option claire de ces questions. Dans certains pays, ça existe, mais au niveau de la coordination, il n'y a rien qui est fait sur ces questions. La même chose sur les boissons sucrées. Et nous avons pris une dernière directive juste l'année dernière, en 2023, où nous avons cette fois-ci recommandé à ce que on puisse avoir une forme de taxation sur les produits boissons sucrées. Boissons sucrées, mais on n'a pas encore fait le lien. Et même si cette année, nous avons encore des discussions avec un projet de la Banque mondiale qui est intéressé sur ces questions et qui pense que c'est une réflexion qu'on devrait peut-être avoir. Voilà, à ce niveau, c'est ce que je peux dire. Et donc, pour conclure sur ce point, je dirais que nous souffrons aussi au niveau de la institution régionale de cette absence de position claire par rapport à cette question. Bien qu'au niveau de la CEDEAO, nous avons une organisation qui est spécialisée sur les questions de santé, au Burkina Faso, l'OAS, l'Organisation Ouest Africaine de Santé. Malheureusement, le lien avec les autres politiques n'est pas très clair au niveau de la CEDEAO, il fait que le portage politique de ces questions n'est pas aussi ça. Et peut-être qu'on aurait besoin d'avoir des actions plus concertées et avoir des positionnements plus politiques et plus affirmés et qui vous permettent de faire une lutte ensemble. Sinon, de manière individuelle, ce serait difficile de faire évoluer et de faire les liens entre ces différentes questions-là. Alors, je voudrais terminer par quelque chose que nous avons aussi essayé de développer dans la région avec beaucoup de cette fois avec plus de difficultés et presque pas sans résultat. C'est la question du commerce illicite. Voilà, vous savez, en Afrique de l'Ouest, avec le terrorisme qu'il y a, est difficile et souvent, cet argument est utilisé par ceux qui produisent le tabac dans la région de ne pas en fait augmenter les taxes parce qu'ils disent que si les taux de taxation sont élevés, cela peut être favorable en fait à l'augmentation de la fraude et que cela peut être une voie utilisée par les trafiquants et les contrebandiers. Voilà. Donc, nous avons, pour lutter contre cela, nous avons pu tenter quelque chose de non fiscal et ce qu'on appelle de mettre en place dans notre région un mécanisme de traçabilité des produits. C'est-à-dire que l'idée était que lorsque par hasard on arrive à saisir des quantités de cigarettes, quelle que soit la région, qu'on puisse remonter la filière et savoir exactement qui est à l'origine de cette importation dans la région ou qui a de cette production dans la région. Et je dois vous dire que cet exercice, cette activité a été combattue aussi. Nous n'avons pas eu le soutien politique et on n'a pas pu avancer sur cette question de tracer les produits en circulation dans la région. Voilà un peu ramasser les difficultés que nous avons pour avoir une politique claire dans la région pour pouvoir faire les liens entre les questions de santé et les questions de taxation. Je terminerai par une chose, peut-être pour vous donner l'efficacité des droits d'assises, notamment la méthode spécifique. Alors, avec les questions de sécurité et d'insécurité au Burkina Faso, par exemple,
Et le gouvernement a décidé de- d'utiliser les assises pour avoir plus de revenus. Il se trouve qu'ils ont choisi la méthode spécifique. C'est-à-dire qu'ils taxent la bouteille de bière une certaine quantité, une certaine somme. Euh, et ils sont astreints de faire des résultats. Mais lorsque on voit les résultats, des ressources qui sont mobilisées sur seulement 100 francs CFA sur une bouteille de bière, mais c'est astronomique. Ils explosent les compteurs. Ça veut dire il y a réellement, on comprend maintenant la raison pour laquelle les uns et les autres sont contre les droits spécifiques, parce que c'est une méthode plus ou moins efficace qui permet de faire beaucoup de choses. Malheureusement, elle n'est pas une méthode qui est acceptée, qui est utilisée partout. Si vous prenez des pays comme le Nigeria, on pourrait dire qu'il n'y a presque pas de droits d'acide au Nigeria. Les taux sont extrêmement bas, très faibles, même à Lorraine, sont très, très faibles. Un paquet de cigarettes coûte au Nigeria, ou même ailleurs dans beaucoup de pays africains, moins d'1 euro. C'est très bas. Avoir un paquet de cigarettes, c'est vraiment pas grand-chose. Alors, voilà un peu la difficulté qu'on a dans la région. Merci encore. J'espère qu'il ne va pas parler trop long et que j'ai été dans le temps. Merci, madame. Merci beaucoup. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Monsieur Thiam-Toré. C'était très intéressant, votre intervention, dans la mesure où vous êtes allé bien au-delà des questions de coordination, puisque vous avez mis en évidence aussi les difficultés en termes d'économie politique de ce type de réforme quand il s'agit de prendre des mesures pour améliorer la santé avec des décisions qui sont prises au niveau du ministère des Finances, par exemple, et puis toutes ces difficultés, j'allais dire, de terrain. Alors, on a fini avec les interventions de nos quatre panélistes. Je crois que peut-être je vais demander aux différents panélistes s'ils ont des questions à se poser entre eux. Est-ce que vous avez des éclaircissements? Donc, on va d'abord ouvrir le débat entre les panélistes avant d'essayer de répondre aux questions qui ont été posées par les gens qui nous écoutent. Qui veut prendre la parole? Mario, des questions, donc. Vas-y. Oui, alors, ma question en fait est sur l'opportunité d'augmenter davantage la recette sur les produits de tabac. Donc, ce qu'on a vu dans le graphique, c'est un certain plafonnement au niveau global. Ceci veut dire que probablement on a atteint, euh, au moins dans le graphique que Chicha a montré, euh, des taux probablement très élevés. Euh, mais dans les pays qui sont au-dessous de 75, est-ce que ça veut dire que ces pays sont incapables en fait d'augmenter les taux pour des raisons institutionnelles ou pour des raisons géographiques, par exemple? Est-ce qu'on a un point de vue sur la taxation des substituts du tabac? Thanks, Mario. That's a great question. Merci Mario, c'est une question fantastique en effet. Alors, je vais revenir à votre commentaire. Il n'y a pas de modèle type pour cet exercice. Alors, chaque pays fait face à ses propres difficultés. Nous savons que quand on aborde les pays avec ou ce qui se passe de manière générale, c'est quand un pays nous demande de l'aide et ils essaient de naviguer les différentes règles s'agissant de la taxation des produits liés au tabac dans leur pays. Ils souhaitent augmenter les droits d'accès, mais il est très important de comprendre ce qui se passe dans le pays, le contexte économique, le contexte politique. Il s'agit vraiment de réunir toutes les pièces du puzzle afin de comprendre quelles sont les options les plus faisables pour le pays en question. Alors très souvent, ce que l'on voit, c'est qu'il s'agit de la volonté et d'une prise de décision politique. Plusieurs pays ont l'option ou la possibilité d'augmenter les droits d'accise et très souvent on peut même changer la structure, mais il faut comprendre ou prendre en compte différents éléments. Il ne faut pas déplaire ou élaborer des structures qui peuvent déplaire aux producteurs si jamais on change le taux
d'imposition ou même les droits d'accise. Très souvent, on essaie de faire des exercices de modelage où on élabore un modèle de droit d'accise. On essaie de montrer les résultats escomptés sur la base de différents principes. Et ces exercices sont assez standardisés. On a des principes économiques. On a une équipe de chercheurs qui travaillent d'arrache-pied afin de collecter les informations qui sont nécessaires pour alimenter ce modèle, afin de montrer les différentes solutions hypothétiques. Et nous travaillons avec différents pays, mais encore une fois, il s'agit d'une approche pays par pays. La volonté politique joue un rôle primordial et très souvent en présentant les informations, les pays peuvent continuer. Dans d'autres pays, les scénarios sont différents. Les pays ne souhaitent pas augmenter leurs recettes fiscales. Ils n'ont pas vraiment pensé non plus à cette question de santé publique liée au droit d'accise. Par conséquent, en réunissant les ministères de la Santé et des Finances, c'est ce qu'a dit M. Thiem Touré, on casse les silos et on enlève les barrières entre les différents ministères. Par conséquent, les ministères peuvent voir qu'il y a un objectif commun et ils peuvent essayer de réduire le fardeau fiscal public. Et quand on a ces différentes preuves qui sont présentées aux décideurs politiques, ils se rendent compte du contexte dans lequel ils opèrent. S'agissant des produits de substitution maintenant, alors les orientations ou les conseils qui ont été donnés sont les suivants. On veut imposer les produits de manière comparable. À titre d'exemple, on a du tabac à faire pousser à la maison. Euh, et là, ce sont des produits de substitution. Donc, si le tabac à rouler, autant pour corrige l'interprète. Donc, au lieu d'acheter des cigarettes, si on a des cigarettes qui sont trop chères, on peut avoir des cigarettes ou du tabac à rouler. Donc, si on va augmenter le prix des cigarettes, ce serait logique d'augmenter également le tabac à rouler pour qu'il y ait une approche uniforme et harmonisée s'agissant de tout type de produits. Donc, si on augmente les droits d'accise, il ne s'agit pas uniquement des cigarettes, mais également du tabac roulé et les différents types de produits liés au tabac. Ce sont les orientations, les conseils que nous donnons au pays. Bien entendu, nous regardons la situation pays par pays et les différents éléments qui pourraient empêcher ce type d'approche, y compris les conséquences d'une telle approche. J'espère avoir répondu à la question. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un... Antoine, tu veux poser une question? Oui, alors peut-être pour en complément de cette très bonne réponse de Zunda et ensuite rebondir sur une question. Donc, pour la question de Mario, je pense qu'il faut aussi faire attention à l'interprétation de mesures agrégées. Donc, ce qu'a montré Mario, c'est qu'on a une stagnation des recettes fiscales liées au tabac, mais à un niveau très agrégé. Et donc, ce niveau très agrégé peut cacher pas mal d'hétérogénéité. Ensuite, ce qu'a montré Zunda, c'est que les estimations de l'élasticité du tabac sont quand même relativement faibles. Cette élasticité reste faible. Donc, il y a certainement encore un potentiel de recettes fiscales liées au tabac à aller chercher. Encore une fois, il peut y avoir de l'hétérogénéité entre les pays. Mais même quand on interprète le niveau de la fiscalité d'un pays en particulier, Mario revenait sur cette recommandation de l'OMS de 75% de l'élément fiscalité dans le prix final. Il faut faire attention à la façon dont on interprète ça encore. Même si on a un taux de fiscalité, on a un élément fiscalité qui est assez élevé dans le prix final, cela ne veut pas nécessairement dire que le prix va être fort et que la fiscalité est assez forte. Si vous prenez par exemple le Brésil, qui est un pays producteur et qui, en parallèle, a un certain nombre de mesures fiscales dérogatoires pour l'industrie en général, pour développer l'investissement et la production, le Brésil se retrouve avec un prix, un coût de production et un prix du tabac qui est très faible. Donc même avec un élément de fiscalité qui est assez fort dans le prix final que paye le consommateur, le prix final reste assez faible. Voilà. Et donc, ce n'est pas parce que le taux de 75% est éventuellement atteint que la fiscalité est suffisamment forte et qu'elle ne peut pas être renforcée encore. Voilà. Donc, il y a beaucoup de petits points d'attention à prendre en compte. Voilà, je voulais juste les mentionner.
Et ensuite, peut-être rebondir avec une nouvelle question. Donc, au sein de nos échanges, les pays en développement donc, étaient un peu au cœur de chacune de nos présentations. Et donc, au-delà du tabac, mais pour tous les droits d'accise liés aux biens néfastes à la santé, euh, j'aurais aimé demander aux panélistes quels obstacles ils voyaient. Alors, dans les pays en développement, on voit que les droits d'accise liés à la santé génèrent des recettes fiscales assez faibles, en tout cas plus faibles que dans les pays à revenus intermédiaires et dans les pays à haut revenu. Or, dans les pays en développement, c'est justement où on a les taux de pression fiscale les plus faibles, comme le montrait Mario, et c'est aussi dans ces pays où il est peut-être plus difficile de taxer d'autres formes euh, de taxer par exemple les revenus eu égard au fort taux d'informalité, etc. Donc il y a vraiment un potentiel de recettes dans les pays en développement liés à ces droits d'accise sur la santé. Et donc je voulais demander aux autres panélistes quels obstacles ils voyaient au développement de la fiscalité et des recettes fiscales liées à tous ces produits dont on a pu parler et quel levier d'action peut-être ils voyaient pour justement aller chercher ce potentiel. Donc Salifou a déjà évoqué un certain nombre d'obstacles, mais voilà, peut-être de façon plus large au niveau des panélistes, les obstacles et les leviers pour mobiliser plus de recettes, en particulier dans les pays en développement, sur les produits néfastes à la santé. Merci. Oui, c'est vrai, ça complète tous les obstacles déjà mentionnés par le directeur. Euh, Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Mario? Merci Anne-Marie. Ben, je crois en principe, dans les pays en développement, les obstacles sont moindres. C'est-à-dire ce qu'on observe souvent pour ces taxes, une très très grande concentration de production ou d'importation. Et donc, en principe, si on taxe le volume, ça doit être relativement facile, surtout pour les produits qui ne sont pas facilement euh, comment je dirais, qui sont pas sujets à l'économie souterraine ou qui sont pas facilement produits illégalement. En fait, on oublie que les taxes sur les boissons sucrées ont été en fait tout d'abord utilisées dans les pays en développement, bien avant les pays développés. Justement parce que les compagnies qui produisaient, par exemple, les embouteilleurs de bière emboutteillaient aussi les boissons sucrées. Et donc, c'est un levier assez important. Je crois les obstacles, ben, il y a l'obstacle de l'économie politique et d'une taxe spécifique. Une taxe spécifique vise toujours un très petit nombre de producteurs et donc elle est probablement plus sujette au lobby des grandes multinationales. Et pour certains produits comme la cigarette, bon, Antoine a mentionné le prix très très faible. Donc, il faut vraiment taxer à un niveau beaucoup plus élevé pour avoir un effet. Et le faire à ce niveau-là est probablement très difficile dans les pays en développement. Augmenter le prix d'une cigarette qui coûte 50 euros cents, c'est pas évident. Et donc, je crois que les taxes, dans ce cas-là, ont un rôle probablement pas très important. Et il faut recourir à des politiques complémentaires. Donc voilà un peu quelques idées sur les obstacles. De mon côté, j'avais peut-être une question. Avant, excuse-moi, Zinda, juste une remarque. Est-ce que, il y a des études qui ont été faites pour comparer l'efficacité pour justement dans cet objectif d'amélioration de la santé, pour comparer l'efficacité des axes avec d'autres moyens de prévention comme les campagnes, comme l'éducation, etc. Est-ce que ça a été fait ou est-ce que ça existe dans les pays en développement? Je ne sais pas, peut-être que Zunda peut répondre ou Salifou, donner quelques éclaircissements. Yeah, I could start. Je peux commencer. Pour le tabac, ce qu'on a, on a beaucoup d'informations sur notre
plateforme sur l'incidence de l'imposition avec des catégories sur les jeunes, sur les pays à revenus moyens, à revenus faibles, différents catalogues d'impact et des centaines d'articles qui sont constamment mis à jour sur ces liens dans la base de données. Et dans cette base de données, vous verrez des informations sur ces études qui ont regardé et comparé les axes sur le tabac spécifiquement avec d'autres mesures, ou l'efficacité, coût-efficacité, ou le rapport coût-efficacité de toutes ces interventions. Je ne peux pas forcément dire la même chose pour l'alcool et pour les boissons sucrées, mais en tout cas pour le tabac, il y a ces études qui regardent l'efficacité ou le ratio coût-efficacité. Je reviens un petit peu en arrière sur ce que je voulais dire précédemment sur les obstacles. Je voulais revenir sur l'économie politique, parce que c'est là que les choses, que le bas blesse, si vous voulez. On peut faire toute la modélisation qu'on veut, on peut réunir toutes les preuves, on peut parler au ministère des Finances, mais ensuite les décisions sont prises à l'échelon politique. Si on pouvait établir un scénario dans lequel les décisionnaires dans les gouvernements, donc le ministère des Finances ou autres, si on pouvait les aider à comprendre la nécessité de changer la structuration de l'imposition, des changements dans les taux des axes, par exemple, ça, ce serait une nécessité dans la plupart des pays. Comprendre cette dynamique, comprendre euh, leurs difficultés, comprendre leurs attentes pour les aider à prendre une meilleure décision en matière d'imposition liée à la santé publique. Ça c'est un des obstacles, un des défis. Alors, pour ajouter quelque chose à ce que M. Zunda a dit, nous, on a été convaincus à l'époque où il pense qu'il y avait une étude qui a été faite en Afrique du Sud. Je ne sais pas si M. Zunda se rappelle de cette étude et qui montrait que avec l'augmentation de la taxation, on avait essentiellement une baisse de la consommation. Ça a été constaté une certaine période en Afrique du Sud. Et ça nous avait édifié et allé dans cette voie. Et malheureusement, en Afrique de l'Ouest, on n'a pas d'études. Moi, je ne me souviens pas avoir une étude où on essaie de faire des liens entre, par exemple, l'augmentation de la taxe et puis la, la diminution de la consommation, ou encore les autres actions non fiscales qui sont terminées ici et là pour diminuer la consommation. Je ne crois peut-être peut-être au Sénégal avec le CRES, le Consortium pour la recherche économique et sociale. Je ne sais pas s'ils ont fait des études sur le Sénégal. Sinon, pour le reste de l'Afrique de l'Ouest, je n'ai pas souvenir de cette étude. Ce que je voudrais dire encore, et j'insiste là-dessus, est que le droit ad valorem qui est populaire en Afrique de l'Ouest, il n'est pas efficace du tout. Pas du tout. Ça, je vous l'ai dit, il est très, très... Parce qu'il y a au niveau douanier, il y a une forte fraude sur la valeur. Et ce qui fait que même si vous taxez un produit à 75% ou à 80%, l'effet est presque, ça n'a pas d'effet sur le prix en réalité. Parce que on ne contrôle pas en fait la valeur des importations. Alors que si c'est une taxation sur les quantités et sur les volumes, alors ça, je vous dis qu'il y a une forte résistance à ce qu'on mette ça en place. Actuellement, dans notre région, en Afrique de l'Ouest, c'est en Gambie, un peu au Cap-Vert, qu'il y a cette taxation, elle existe vraiment. Dans les grands pays de l'Afrique de l'Ouest, on est toujours dans la domaine avec les conséquences que cela pose. Si vous prenez un pays comme le Nigeria, où vous essayez de voir le poids des assises dans les recettes fiscales, vraiment, c'est quasiment négligeable. Alors que normalement, ça ne devrait pas être comme ça. Il y a quand même une forte population et grande consommation de ces produits. Je voudrais peut-être terminer sur un produit qui n'a pas fait l'objet de discussion ici et qui a été aussi de discussion au niveau de la région, c'est les boissons énergétiques qui sont sucrées souvent, les boissons énergétiques. Alors, dernièrement, nous avons voulu
On a mis ça dans la liste des produits à taxer aux assises fortement et obligatoirement dans tous les pays. Et on est même allé plus loin, puisqu'on a voulu aussi que ces boissons soient taxées au niveau le plus élevé, au niveau du tarif extérieur, comme il l'a dit. C'est-à-dire qu'on les a dénié les droits d'être des boissons sucrées, tout simplement, mais qui ont les mêmes comportements que les boissons. Ça aussi, un développement. Voilà, merci. Merci beaucoup. Mario? Merci Anne-Marie. Ben, je voulais tout simplement remarquer que une grande partie des questions posées par sur le chat concernent l'affectation des recettes. Et donc ça, c'est ce que je voulais aussi dire par le problème de l'économie politique des axes. C'est qu'en fait, euh, à travers les pays, même dans les pays avancés, on voit la taxation spécifique comme une affectation à une dépense. Et ça, c'est un handicap majeur, parce que l'affectation, en principe, euh, euh, est un obstacle, en général pratique, pas théorique, un obstacle à un bon design de ces outils. Et je crois que c'est un problème énorme dans les pays en développement. Pour subvenir aux besoins des départements ministériels du côté de la dépense, il faut vraiment se rabattre sur le budget et pas sur une taxation éclatée à travers les gouvernements. C'est un problème fondamental de la fiscalité ou de la politique de la fiscalité à travers le monde. Bien sûr, dans les pays en développement, ça a beaucoup plus d'importance parce que le ratio est faible, parce que la recette est faible comparativement à un pays, par exemple, comme les États-Unis, où il y a énormément d'affectations, même aux États-Unis, il y a beaucoup d'affectations de recettes, y compris l'accise sur le pétrole, qui est d'ailleurs très, très faible, comme je l'ai montré. Donc, si on n'arrive pas vraiment à cerner cette problématique, je doute très fort que, par exemple, les taxes sur le tabac dans les pays en développement vont augmenter au niveau de 70% du prix final. Euh, voilà, donc je voulais peut-être, Anne-Marie, tracer un petit peu le débat avec les participants sur cette question. Merci Mario. Je ne sais pas si Antoine veut rajouter quelque chose là-dessus ou si on peut passer à d'autres questions. En fait, j'avais une question très courte. Est-ce que tu me permets, Anne-Marie, ou est-ce qu'on ouvre Après, on va ouvrir parce que Mario a déjà commencé d'ouvrir. Il a eu raison. Il faut qu'on laisse la parole D'accord. D'accord, très bien. Alors, peut-être qu'elle s'adresse plus spécifiquement à Mario. On parle de fiscalité indirecte, mais je voulais savoir, je me demandais quel rôle on pouvait imaginer également pour la fiscalité directe, et notamment sur les profits exceptionnels que peuvent faire l'industrie du tabac, par exemple. Voilà, comment coordonner les deux? Quel rôle pour la taxation directe de l'industrie? Mario, rapidement. Ben, rapidement, je crois qu'une taxation des bénéfices au-delà du rendement du capital qui est spécifique à un secteur est très difficile. L'exemple, c'est l'Europe durant la crise du Covid et l'augmentation des prix des produits énergétiques. Si on veut vraiment, l'exception est bien sûr le secteur extractif, mais ça, c'est un secteur qui est très, très, très différent des autres pour des raisons qu'on connaît. Mais je crois pour le reste de l'économie, si on veut vraiment complémenter la taxation indirecte avec un impôt sur les bénéfices excédentaires ou le excess profit, pour que la politique soit crédible, il faut le faire pour tout le monde et non pas uniquement pour un secteur en particulier. Donc, on en revient aux axes. Euh, parmi les questions qui ont été posées dans le chat, il y a aussi la liste des produits qui sont concernés par les axes. Parce que Mario, dans ton intervention, tu as mentionné les produits gras qui, je crois, sont taxés au Danemark. Et on nous demande aussi si il est envisagé, si quelque chose est envisagé en Afrique, notamment pour certains produits cosmétiques, parce que on se souvient il y a eu des mises en garde, notamment sur les produits blanchissants de la peau, des choses comme ça qui pouvaient avoir un impact sur la santé.
est-ce qu'il y a des pays qui appliquent une taxe pour essayer de limiter la consommation de ces produits? Et puis, parmi les questions, il y a aussi, est-ce que certains autres produits pourraient être taxés comme éventuellement le cannabis s'il était légalisé, etc. Donc, sur les produits cosmétiques, quelqu'un veut répondre? Est-ce qu'il y a des exemples de droits d'accès Oui, sur ces produits? Oui, mais dans la CEDEAO, oui, au niveau de la CEDEAO, dans notre dernière directive sur les droits d'accès, il y a les produits cosmétiques qui y figurent. Même avec les produits, oui, les produits, on a une liste, avec justement cet objectif de santé publique ou malheureusement, non. c'est juste Malheureusement, non. en tant C'est que juste, on offre la possibilité aux offre- États. vous C'est-à-dire que offrez c'est sur la liste déjà, donc ils peuvent l'utiliser pour... faut être sur la liste. Si le produit n'est pas sur la liste, c'est difficile pour un État de pouvoir donc vous choisir un produit sans... avez ouvert la possibilité, mais Voilà, vous ne ciblez pas directement absolument, un, un impact négatif sur la santé de l'utilisation de certains produits. Moi, j'avais absolument. peut-être une question, Monsieur Tentore aussi. Vous avez parlé de cette difficulté d'avoir des systèmes mixtes de taxation, notamment le fait de faire appliquer des droits spécifiques sur les tabacs. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle parce que dans l'UMOA et dans la CEDEAO, je me demande s'il n'y a pas presque, on pourrait dire, un conflit de réglementation en ce qui concerne le tabac, parce que vous avez deux directives qui ont été prises l'une et l'autre en décembre 2017 sur les produits du tabac. Il y en a une dans l'UMOA où il y a uniquement une taxation ad valorem, et puis il y en a une dans la CEDEAO où vous prévoyez un système mixte ad valorem et spécifique. Alors, comment ça se passe d'un point de vue pratique, si je puis me dire, comment vous réagissez? Non, vous avez tout à fait raison, Anne-Marie. En fait, on a préparé les directives au niveau technique entre les deux structures de la CEDEAO et puis du mois. On a eu le même projet dans qu'on a introduit au niveau des instances de décision. Malheureusement, la décision politique de l'UMOA a été de ne pas considérer les droits spécifiques. Et même de l'autre côté, c'est deux instances politiques différentes. Alors, au niveau de la CEDEAO, cela a été possible malgré les résistances. Voilà un peu la raison. Et effectivement, ça crée un problème dans la région. Mais on est habitué à la région dans cette dualité-là. Les États, souvent, c'est selon ce qui les arrange. Donc, quand il y a une possibilité au niveau du l'UEMOA, les États s'en saisissent. Quand la possibilité les arrange au niveau de la CEDEAO, c'est de cette loi, en restant dans la légalité, en réalité, on est un peu ça. L'idée, c'était d'avoir en fait un texte qui est pratiquement une directive qui est pareille, qui est identique. Malheureusement, on n'a pas réussi, malgré les efforts des techniques. Voilà un peu, parce que les questions politiques sont pas toujours là, puis de la même façon au niveau de l'Union qu'à la CEDEAO. Une toute petite différence. Fait que souvent on a des textes différents, mais c'est quand même marginal, puisque tous les textes, quand vous prenez la directive du moins la directive, c'est la même chose. Sauf la question des droits spécifiques ne figure pas au niveau de la directive du moins. Malheureusement, on veut les des techniciens. Bon, merci pour votre réponse. On a bien conscience que l'application est pragmatique, mais que c'est quand même un succès dans la mesure où vous avez réussi à introduire ça dans la directive de la CEDEAO. Je regarde les autres questions dans le chat s'il y a sont taxés au Togo. Oui, on a des exemples. Il y a beaucoup de questions sur l'affectation et il y en a une notamment qui demande s'il existe des pays ou des fonds spéciaux dédiés au financement des dépenses de santé qui récolteraient les recettes d'Axis de ces produits nocifs existent. Non, pas d'exemple. Bon, donc il n'y a pas d'exemple. Voilà. Je ne sais plus. Est-ce que il y a d'autres questions que vous souhaitiez mettre en discussion ou est-ce qu'on clôt? Je regarde, il y a c'est du côté la position de frontière.
Oui, on nous soulève la mise en œuvre de la ZLECAf. Est-ce que ça aura un impact sur sur tous les problèmes on a évoqués? On nous demande aussi de la subvention à la taxation. Alors ça, je pense que c'est plutôt je pense pas que les produits, l'alcool, le tabac ou les boissons sucrées soient subventionnés dans vos pays. C'est plutôt en ce qui concerne les carburants, les accises sur les carburants, j'imagine. Mais c'était volontairement, on l'avait exclu du champ de discussion de ce webinaire. Alors, si les panélistes n'ont plus rien à ajouter, peut-être qu'on va clôturer ces échanges qui ont été très intéressants. Et encore une fois, au nom de la FERDI et de la plateforme pour la mobilisation des ressources intérieures du gouvernement français, je vous remercie tous les quatre de bien avoir voulu accepter de participer à cette discussion et d'avoir travaillé en amont pour faire en sorte que les échanges soient aussi fructueux. On n'a pas résolu tous les problèmes, mais enfin, la discussion a été intéressante et je crois qu'il y aurait beaucoup à dire, mais on peut poursuivre le débat lors d'un autre webinaire, puisque ces webinaires sont organisés périodiquement dans le cadre de la plateforme. Voilà, merci à tous, merci à ceux qui nous ont écoutés et à bientôt pour un autre webinaire de la plateforme. Merci encore à vous les participants. Au revoir.